Allez, on continue du coup, ou on commence par cette première partie, mais c'est quoi une huile essentielle? On a des connaissances qui remontent vraiment très très loin au niveau de l'histoire. Les premiers hommes ont rapidement testé ce qui les entourait en frottant notamment leurs mains sur des plantes, sur des bois, sur les fleurs, etc. Ils ont senti qu'il y avait des odeurs, ils ont senti qu'il y avait des choses qui se passaient. Et avec l'évolution des technologies, de l'intelligence humaine, etc., l'homme en est venu à faire des distillations. Donc ce savoir qui est ancestral, il va nous procurer l'énergie vitale de la plante. On va pouvoir partir de pétales, on va pouvoir partir de feuilles, d'écorces, de résines, de peaux pour les agrumes, de racines. En tout cas, toute la nature, on a pu mettre pas mal de choses en flacon pour notre plus grand bien-être. L'huile essentielle, elle va agir non seulement au niveau physique, mais aussi émotionnel et énergétique. Donc c'est intéressant d'avoir cette vision globale et du coup, cette formation, elle est là aussi pour ça, pour vous montrer les capacités d'une huile essentielle et de tout ce que vous allez pouvoir faire avec une huile essentielle. Elles sont puissantes, elles sont polyvalentes et elles peuvent être utilisées de différentes manières. On estime à la louche que par exemple, si vous prenez une plante séchée et que vous en faites de la tisane et que vous utilisez la même plante mais au niveau huile essentielle, vous allez obtenir un résultat qui va être augmenté de 40 fois. Donc, une huile essentielle, c'est 40 fois plus puissant qu'une tisane. Voilà, déjà pour vous donner un petit chiffre. Donc, une huile essentielle, c'est naturel, mais ce n'est pas anodin. Il faut faire très attention. Et du moment qu'on a compris les précautions à prendre, on le verra un peu plus tard, on peut utiliser les huiles essentielles vraiment dans notre quotidien de tous les jours. Ah oui. Hop. Alors, qu'est-ce qui compte réellement dans le choix, dans l'huile essentielle? Qu'est-ce qui compte? Eh bien, on s'est rendu compte que une huile essentielle, elle dépendait de 5 facteurs principaux. Souvent, lorsque vous allez dans une pharmacie, par exemple, vous allez regarder deux choses. Vous allez regarder l'étiquette agriculture biologique et vous allez regarder le nom en latin. Et vous allez vous arrêter là. Seulement, ce n'est pas tout. C'est-à-dire que deux huiles essentielles qui vont être biologiques, donc issues de l'agriculture bio, et avec donc le nom en latin, elles peuvent très bien être très différentes au niveau de leurs propriétés. Alors, à quoi c'est dû? Alors, c'est dû à leur biotope. Où est-ce qu'elles ont poussé? OK? Donc, le nom botanique, c'est le fameux nom en latin, ça on est d'accord. La culture biologique, donc vous voyez, hein, en tout, nom botanique et agriculture biologique, c'est 40%. Au-delà de ça, il va falloir faire attention de là où elles viennent, dans quel pays elles ont poussé, est-ce que c'est vraiment leur pays d'origine ou pas? Est-ce que la distillation, elle a été complète et unique? On y reviendra après. Et est-ce qu'elle a été suffisamment testée, donc par différentes techniques, et donc pour évaluer justement les molécules qui sont présentes dans ces petits flacons. D'accord? Donc, on va parler par exemple de la lavande, puisque en France, nous sommes surtout producteurs de lavande. On va pouvoir parler plutôt de 4 lavandes différentes. Les voici en photo. Nous avons Lavandula
latifolia, nous avons Lavandula angustifolia, Lavandula hybrida et Lavandula stoica. À votre avis, quelle est la lavande vraie? Si vous avez un flacon d'huile essentielle de lavande, j'en avais un, je ne sais plus où il est passé, je l'ai pris tout à l'heure. Ah oui, il est là. Voilà. Donc moi, j'ai des grands flacons de 15 millilitres. Et donc, si je regarde, eh bien, je vais lire Lavandula angustifolia. Ça, c'est la lavande vraie. C'est celle qui pousse justement chez nous. Ensuite, on a Lavandula latifolia. Donc, celle-ci, c'est la lavande qui vient d'Espagne et qui va du coup être sur un sol légèrement différent, avec une température beaucoup plus élevée, encore moins de précipitations. Donc, elle va développer notamment du camphre. C'est la lavande aspic. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de euh, aller à la pharmacie pour acheter de la lavande, il faut bien être sûr de savoir si on va prendre de la lavande vraie ou lavande officinale, c'est la même, ou est-ce qu'on va prendre de la lavande aspic. Souvent, pour les piqûres de moustiques, les piqûres d'insectes, etc., on va vous orienter sur la lavande aspic. Sauf que, comme je viens de le dire, elle contient du camphre. Et le camphre, c'est irritant. Donc, on va éviter d'utiliser de l'huile de lavande aspic, notamment chez les enfants. Voilà. Donc, premier petit conseil, la lavande angustifolia, elle va pour tout le monde et elle est suffisamment polyvalente pour vraiment tout couvrir au niveau de nos besoins de la famille. Ensuite, vous avez Lavandula hybrida, eh bien, c'est le lavandin. Donc, le lavandin, eh bien, c'est le bébé né des différentes cultures qui ont été croisées entre la lavande vraie et la lavande aspic. Le lavandin est stérile, il ne se reproduit pas. Donc tous les champs de lavandin, ils ont été créés par l'homme par un phénomène de clonage. On récupère les meilleures boutures et on va les reproduire de façon à avoir des merveilleux champs violets à perte de vue. La lavande vraie, elle va être un peu plus petite et elle peut être très irrégulière au niveau de ses couleurs. Si vous avez des champs de lavande totalement uniformes, c'est certainement qu'ils ont été eux aussi clonés. Il faut savoir que les agriculteurs aujourd'hui qui partent de la graine sont de plus en plus rares, notamment parce que c'est plus compliqué à amener à son terme au niveau joli bousquet, suffisamment de rendement, etc. Et ensuite, on a la lavandula stoica, qui est celle qu'on appelle aussi la lavande papillon, puisque vous voyez, elle fait comme des petites ailes au-dessus. On ne va pas l'utiliser, elle a pas mal de propriétés qui ne sont pas adaptées avec la vie de famille. Donc, on résume, on n'en garde qu'une, la lavande angustifolia, lavande vraie ou lavande officinale. Donc le biotope, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'endroit où pousse la plante, l'arbre, la fleur de façon naturelle. C'est-à-dire que forcément, elle va changer de biotope si vous allez faire pousser, je ne sais pas, du thym, de garrigue, que vous allez l'amener en Chine ou dans la jungle amazonienne. Eh bien, peut-être, il ne va pas réagir de la même façon. OK? Donc, le biotope, c'est vraiment le cumul de la lumière. Est-ce que le soleil brille suffisamment pour bien développer la plante? La température ambiante, la qualité du sol, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Donc, vous voyez qu'on va un peu plus loin que juste ce que l'on va produire au niveau agriculture biologique, hein. On est vraiment sur un degré au-delà, au-dessus. Donc forcément, plus le biotope est adapté à la plante, qui est euh, dans son milieu naturel, et plus les propriétés de l'huile essentielle seront dans la lignée de ce que l'on veut.
lorsque l'on va modifier le biotope d'une plante, elle ne produira plus les mêmes molécules. C'est ce qui se passe avec la lavande. Alors, pour toi, bon, j'en ai un peu parlé quand même, hein, mais pour toi, où est censée pousser la lavande vraie? Est-ce qu'elle pousse en Bulgarie? Est-ce qu'elle pousse en Provence? Ou est-ce qu'elle pousse en Afrique? Le suspense n'a pas lieu d'être, mais donc elle va pousser en Provence. C'est là où elle va vraiment se sentir à l'aise. C'est là où elle pousse de façon sauvage, donc dans la garrigue provençale, ou si on veut d'ailleurs faire de la lavande sauvage, donc si on veut distiller la lavande sauvage, on va venir bien la couper à la serpe, donc vraiment à l'ancienne, dans les chemins, avec des sacs en coton sur le dos et on va venir ramasser comme ça les brins de lavande. Donc, si ta lavande vraie, elle vient de Bulgarie, eh bien, je peux te dire déjà qu'elle n'est pas de bonne qualité. Voilà, elle n'a pas poussé là où elle devait pousser. Si elle vient d'Afrique, elle ne peut pas être aussi de bonne qualité. On ne peut pas lui demander d'avoir les propriétés que l'on va rechercher dans la lavande. Une autre petite question. À ton avis, est-ce qu'on peut jouer avec la distillation? Est-ce qu'on peut l'écourter? Est-ce qu'on peut repasser l'eau une deuxième fois? Eh bien, je vais te donner la réponse. Je pense que tu l'imagines. C'est un peu des questions rhétoriques, tout ça, mais absolument pas. La seule huile essentielle que l'on sait être complète, parce que ça va être marqué sur le flacon, c'est l'ilang-ilang. L'ilang-ilang, lorsque tu as marqué ilang-ilang totum, tu sais que la distillation, elle a été complète. Seulement, il n'y a pas que pour l'ilang-ilang. En fait, ça va de fait pour toutes les plantes. Donc, c'est très important de pouvoir avoir ces renseignements. Il y a pas mal de distillateurs qui vont du coup écourter la distillation parce que, par exemple, pour la lavande, on a l'essentiel des propriétés au bout d'une demi-heure. Sauf que pour une distillation complète, on est plutôt aux alentours de 50-55 minutes. D'accord? Donc forcément, eh bien, si tu écourtes la distillation, tu vas pouvoir avoir plus de rendement. Si jamais ben, tu repasses l'eau une deuxième fois, c'est-à-dire que tu as ton, je sais pas moi, ta tonne de lavande, on va rester sur la lavande, tu fais passer donc la vapeur d'eau par-dessous à travers les brins de lavande, ça va embarquer l'huile essentielle. Après, on va refroidir, donc on va avoir une dissociation de l'huile essentielle qui va être en haut et de l'eau qui va se charger un petit peu en huile essentielle, mais c'est ce qu'on va appeler l'eau florale en dessous. Si tu as bien, écourté cela automatiquement, bien, le process ne sera pas complet. Et si, une fois que tu l'as passé une première fois, tu remets de la vapeur d'eau pour la même lavande et que tu as changé ta cuve de destination, eh bien, tu vas avoir une huile essentielle qui va être beaucoup moins chargée. C'est un peu comme si tu prenais un sachet de thé, tu verses une première fois ton eau, tu vas le laisser infuser suffisamment pour avoir tous les arômes, et puis au lieu d'aller changer ton sachet de thé, tu remets de l'eau, tu vas bien sentir que ton deuxième thé n'est plus aussi aromatique que le premier. Donc il faut savoir qu'en fonction du prix de ton huile essentielle, tu peux avoir très bien ces deux facteurs-là qui vont venir altérer la propriété de ton huile essentielle. Lorsque j'ai des personnes qui me disent oui, j'ai essayé des huiles essentielles, mais ça n'a rien fait, ça n'a pas fonctionné, certainement qu'on était sur ce genre de pratique. J'avais autre chose à te dire.
Je ne sais plus. En tout cas, voilà. La distillation, c'est un facteur qui est très important. Euh, Petite anecdote, en juin, je vais toujours dans une ferme, donc où pousse la lavande, où ils la distillent sur place, et je discute fréquemment avec les gens qui travaillent sur place. Et une personne me disait, ben voilà, ils ont plein d'autres collègues agriculteurs. Donc, je te parlais de la lavande sauvage il y a quelques minutes. Et pour la même lavande récoltée de la même façon, donc à pied, avec la serpe, etc., à l'issue de la distillation, on a deux huiles essentielles de lavande sauvage différentes. Pourquoi? Parce que ça vient de la distillation. Est-ce qu'ils ont été trop rapides? Euh, Est-ce que, ils ont peut-être ajouté quelque chose pour faire plus d'huile essentielle? Je ne sais pas. Il n'a pas su me dire. Je pense qu'il ne me l'aurait pas dit. Mais voilà. Donc, compare les huiles essentielles que tu as dans ton placard. Essaye de regarder, enfin, de sentir si c'est la bonne odeur que tu pensais. Si ta lavande, elle sent pas la lavande, c'est qu'il y a certainement un souci. Voilà. On va clore cette vidéo ici et je vais reprendre une prochaine vidéo pour te parler de qu'est-ce que c'est que les chémotypes. À de suite.